les vendeurs de rêves là, qui te disent que tout le monde doit devenir entrepreneur. Ça peut être très cool, mais vraiment essayer avant, quoi. Essayer de voir aussi ce que c'est. Écouter peut-être des podcasts, justement, des podcasts un peu plus larges que le truc de Yomi Denzel qui va te dire que tu vois, c'est génial et que tu vas faire 3 millions dans la première année sans rien faire. Parce que ça peut être incroyable, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. L'argent, tu peux le perdre et le retrouver, même si c'est dur des fois. Le temps, tu le retrouveras jamais, donc 100%, ouais. Bonjour, je suis Stéphane Zambo. Dans ce podcast, je pars à la recherche des personnalités inspirantes qui ont su craquer le code du web. Chaque rencontre vous donne les clés pour vous aussi construire quelque chose d'unique. Bienvenue dans le code du web. Hello Thibaut, comment tu vas? Salut Steven, bah ça va super, et toi? Ça va, merci. Donc Thibaut, tu as 30 ans. Ça fait Exact. 10 ans que tu écris des lignes de code, que tu es développeur. Petite anecdote, celle-là, j'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Je me suis inscrit à ta newsletter ou ta liste d'emails pour voir un peu ce qui arrivait. Et dans le premier email, j'ai vu que tu avais travaillé sur Game of Thrones. Ça a bien fait marrer. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le glisse. Mais après ça, tu as fondé Dogstring, qui avec plus de 3 millions de vues sur YouTube. Bientôt, tu vas avoir le trophée des 100 000 abonnés qui va arriver. J'espère que tu vas fêter ça. Je le regarde arriver. Là, je suis à 92 000. Ça arrive Tu d'ici vas mettre un décompte. 3-4 mois, je pense, si ça continue à cette allure-là, ouais. Donc, avant Trop la fin de l'année bien. pour sûr. Donc en fait, avec ta plateforme Dogstring, on peut dire que tu es la référence en France de celles et ceux qui veulent apprendre le Python en ligne. Je te laisse le dire. Je l'ai écrit, mais c'est mieux quand c'est d'autres qui le disent. On va dire ça, voilà. Donc je suis très content de te recevoir. Ça va être un épisode un peu plus technique que ce que j'ai fait auparavant parce que j'ai plus orienté les questions. On verra si on sort du moule. J'ai aussi envie de mettre l'accent sur l'accompagnement en ligne et comment tu as réussi à créer ce business. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Pour l'instant, jusque-là, ça me va. Tu as bâti une plateforme en ligne qui s'appelle Dogstring, qui a plus de 100 heures de contenu. Tu as aidé plus de 500 étudiants. Ouais. Ça fait plus de 5 ans que tu fais ça. Quelles ont été les étapes? Parce que j'imagine qu'on commence pas de zéro comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ouais, bah en fait, il faut savoir qu'avant Dogstring, du coup, il y avait surtout Udemy. Avant Udemy, il y avait tuto.com. Donc, il y a eu pas mal d'étapes, effectivement, qu'on menait à ça. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Les années passent. Et je me rappelle quand je me suis dit, ça fait 10 ans que je fais des tutos. Et là, ça fait 13 ans maintenant. Parce que j'ai commencé quand je venais d'avoir 18 ans à peu près. Bizarrement, j'avais pas le syndrome de l'imposteur, je pense, ou je l'avais, mais je l'ai mis de côté parce que faire des formations à 18 ans et expliquer aux gens comment faire des trucs, il faut mettre son ego de côté un moment et se dire ok, on va juste faire des petites vidéos. Ça Mais a c'est été ça quoi le au début. déclic? Justement, moi, à 18 ans, j'ai pas fait de formation, tu vois. Bah, je pense que c'est que j'en consommais beaucoup déjà en fait. Donc D'accord? tu vois, il y avait déjà ce côté de consommateur, de voir tout le décor. Ça faisait déjà quelques années que je pense, comme avec tout le monde un petit peu, l'histoire du site du zéro, de tomber, tu vois, dans des tutos de programmation en fait au départ. Après tutos de 3D plus, donc vraiment c'est là que justement j'ai commencé à vraiment m'intéresser, vu que j'adore le cinéma, donc tu vois, je suis tombé un petit peu dans la 3D et tout ça, donc gros consommateur de contenu en ligne. Tu te rends compte qu'en fait, tu peux effectivement apprendre tout ce que tu veux en ligne. À l'inverse, j'aimais pas trop l'école et tout, donc finalement, tu vois, t'avais un peu ce déclic qui se fait de se dire, ok, j'aime pas trop l'école. Je vais aussi, après, je suis allé dans une université en 3D, mais finalement, là encore, tu te rends compte que tu apprends plus, mieux, et puis plus ce que tu veux avec des tutos qu'avec des cours où des fois les profs sont pas à jour, etc. Donc c'était vraiment, tu vois, au départ, ce truc de consommer du contenu et après me dire, je pense que c'est ça ce truc naturel après de se dire, ah tiens, tu vois, t'as trouvé une astuce que soit que t'as découvert toi-même, soit que t'as vu dans un tuto un peu obscur et que tu dis, ah, il faut que j'en parle, tu vois, c'est un peu ce truc de, il faut que j'ai encore, tu vois, des fois, je vois un truc, je suis comme, ok, faut que j'aille sur Twitter pour dire, regardez, c'est trop cool, on peut genre faire un snippet, un macro et tout et automatiser un truc de montage et tu sais que tu l'as jamais vu, que probablement ça existe quelque part, mais tu vois, tu peux jamais savoir tout ce qui existe sur le net. Donc à un moment, tu as cette envie de partager, de se dire, ah, je vais mettre ce tips, ce truc-là quelque part, et de fil en aiguille, bah, tu te sens à faire une première vidéo, à aimer créer des choses comme ça, à faire des tutos au début donc sur tuto.com, après sur Udemy, je pense qu'on va en parler peut-être plus en détail si tu as des questions spécifiques là sur les différentes étapes après. Mais du coup Udemy, et puis après l'idée de se diversifier aussi et de se dire de pas être
contraint à une seule plateforme et d'avoir envie de développer aussi sa propre plateforme, ce qui amène à Docstring. Dès le début, tu trouves ton audience ou alors tu as un passage à vide, mais l'envie de partager est plus forte et du coup te permet de continuer. Ouais, je pense qu'au début, bah tu vois, déjà j'ai changé d'audience aussi parce qu'au début je faisais des formations plus sur VFX, Photoshop, 3D, tout ça. D'accord. J'avais peut-être qu'il y en a qui regarderont, qui se rappelleront de Matreal, qui existe encore. Il y a des vidéos, des trucs comme ça qui traînent justement. C'est toujours drôle de voir que tu laisses des traces comme ça. Il y a toujours des gens qui continuent de regarder des vieux trucs vraiment pas bons. Mais donc ouais, donc je sais pas, au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça, et je pense que c'est important de partager des trucs sans forcément attendre de retour. Tu vois, le nombre de gens qui créent des blogs et tu sais pas trop, il y a combien de gens, même les chiffres, des fois, c'est un peu bizarre, tu vois, quand tu vois une vidéo, là, ma vidéo YouTube, où tu vois, je pense, 1,5 million de vues, c'est un peu abstrait, tu vois, tu te dis pas, il y a 1,5 million de personnes uniques qui ont regardé ton truc de 7 heures, peut-être qu'il y en a qui ont regardé 10 secondes, peut-être combien il y en a qui ont vraiment regardé, combien il y en a qui ont vraiment fait des choses avec, tu sais pas. Pareil, quand tu fais un blog, t'écris des choses, donc je pense qu'au début, t'as vraiment juste envie de partager, et il faut avoir cette naïveté un petit peu, je pense, tu vois, de se dire que de pas savoir combien de gens tu vas impacter, combien de gens, et d'avoir quelques retours ici et là, et puis en fait, c'est vraiment cette envie de partage. Après, t'as des gens aussi, des fois, que tu vois, qui font des retours, donc c'est ça aussi qui donne envie de continuer, parce que tu vois quand même quelques personnes que ça impacte. Donc, mais ouais, je pense que c'est ça c'est le plaisir de partager au début qui donne cette envie. C'est quoi les moments charnières et les décisions que tu as prises qui ont vraiment impacté le plus les choses? Parce que tu parlais d'Udemy, il y a énormément de gens qui font des formations sur Udemy, qui restent sur Udemy, les prix sont bas, c'est pas exactement le même marché, tu vois, t'es allé beaucoup plus loin. Bah, je te dirais qu'il y a à peu près 3 moments, justement, un peu dans les changements de plateforme, changement ou addition de plateforme. Parce qu'au début, donc, il y avait tuto.com, sur lequel qui existe toujours, qui est un site super successful français où il y a plein de formations. Et ça marchait bien, mais pas à un point où je pouvais en vivre. Et Udemy, c'est vraiment arrivé, là, c'est vraiment tu vois, quand on dit qu'on provoque la chance, où c'est quelqu'un de Udemy qui m'a contacté. Et c'est marrant d'ailleurs parce que par la suite, peut-être que c'était les premiers qui m'avaient contacté, qui avaient vraiment de l'importance, parce que j'ai reçu sur les 5 ans suivants, tu vois, après que j'ai mis mes formations sur Udemy, je reçois même encore récemment des mails de gens qui ont des plateformes. Alors des fois, elles sont un petit peu mieux, tu vois. Des fois, il y a des concurrents comme Skillshare ou Teachable, tu vois, qui t'envoient des mails et tout. Et là, tu dis, bon, ok, ça pourrait être intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup de s'éparpiller? Je sais pas. Udemy, c'était les premiers où, tu vois, tu vas voir, tu dis, ok, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même une grosse plateforme. Ils étaient en train d'ouvrir le marché francophone. Donc, tu vois, là, j'ai eu ce truc de me dire, ok, ça vaut le coup d'essayer, tu vois, de faire une petite formation, de regarder. Et ça, je me suis très vite rendu compte de la puissance marketing d'Udemy, tu vois. Où avec 1 ou 2 tutos, tu gagnais autant qu'avec 20 sur tuto.com, parce qu'ils avaient une puissance de frappe et parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Moi, j'avais été impressionné, ça avait fait un peu pareil que toi, c'était bien, je faisais des tutos sur le site du zéro. Et c'est pareil, Udemy m'avait contacté, donc je pense qu'ils scrapaient, tu vois, ce site pour trouver. Sûr. Et j'avais été impressionné de leur force au niveau SEO. J'étais en premier dans Google. J'étais tombé sur Udemy. Bizarrement, tu vois, encore aujourd'hui, c'est plus facile de trouver ma formation Python sur Udemy que Docstring. Tu tapes apprendre Python, je pense que ma formation Udemy arrive presque en premier. Et donc c'est un peu ironique parce que j'essaye moi-même de me détrôner, tu vois. J'essaye de faire remonter Docstring sur apprendre Python. Et je crois que même peut-être avant ou dans les 3 premiers avec Open Classroom, tu vois, tu tapes apprendre Python. Alors après, c'est peut-être aussi les trucs sponsorisés, faut voir, parce que en premier, tu as toujours les trucs sponsorisés. Mais je crois qu'en organique, elle apparaît quand même régulièrement, je la vois souvent revenir. Et moi, du coup, j'essaie de me faire remonter mon propre site, tu vois, contre ma propre formation, c'est un peu ironique. Mais ouais, ils sont forts sur... Complètement, ils sont super forts pour ça. Ça te donne une visibilité que tu n'aurais jamais eue ou avec du temps. Je pense que ça a été un accélérateur pour beaucoup de gens Udemy grâce à ça. Ouais, non, clairement. Ça me rapporte encore beaucoup de trafic, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, en répartition, en nombre d'étudiants formés, par exemple, tu t'estimes à combien? Ça vient... tu veux dire le nombre de gens formés sur Udemy versus sur ma plateforme? Ouais. Ouais. Là encore, c'est toujours difficile juste dans les chiffres que ce soit séparer les différentes plateformes parce que là encore, tu vois, genre sur Udemy, en nombre, en valeur absolue, tu vois, on a dépassé les 50 000 personnes qui ont acheté une formation. Après, tu as des stats sur combien l'ont suivi, tu vois, mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire suivre une formation, tu vois?
Sur Docstring, quand on a plus de suivi, tu peux plus voir vraiment ceux qui font la formation et qui en font quelque chose aussi, pas juste qui apprennent des choses. Donc tu vois, sur Udemy, il y a 50 000 personnes qui ont acheté la formation. Sur Docstring, il y a 23 000 personnes qui ont créé un compte. Après, tu vois, si tu regardes vraiment les gens qui ont fini une formation sur Udemy, là, tu divises par 100 ou 1000, tu vois, t'as peut-être 1000 personnes sur les 50 000 qui l'ont terminé. Sur les 1000 qui l'ont terminé, en termes de retour, des fois, je reçois des mails ici et là, tu vois, j'ai peut-être reçu une trentaine, une quarantaine de mails à tout casser en 5 ans sur ces 50 000 personnes-là qui m'ont dit j'ai vu ta formation, ça m'a permis soit de changer de métier, soit ça a participé, tu vois. Donc au final, tu vois, sur tous ces milliers de gens qui passent, je pense que si tu as impacté sur tout ça la vie d'à peu près, on va dire 500 personnes, tout réseau, toute plateforme confondue, c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là, tu vois, sur la base de un peu au doigt mouillé, mais tu vois, d'emails reçus, de gens que je sais que j'ai vraiment accompagnés de zéro jusqu'au bout. Tu vois, on est dans les quelques dizaines, centaines de personnes. Carrément. Trop bien. Et du coup, on a complètement switché la question des 3 moments. Oui. Les 3 à moments. Oui. Les 3, oui. Donc il y avait, on fait une petite parenthèse. Je suis un expert là-dedans. Moi aussi, donc on est bien parti pour cet épisode. Donc les 3. Donc le deuxième moment, premier moment, donc c'était un peu tuto, c'était plus moment provoqué, tu vois, de me dire je fais des formations, j'essaie de trouver une plateforme. Je trouve tuto.com, je mets mes formations dessus. Donc c'est le premier moment où je me rends compte que tu peux faire du contenu, tu peux aussi le monétiser, que c'est bien pour de l'argent de poche entre guillemets, surtout quand tu es étudiant, ce qui était mon cas à l'époque, tu vois, ça c'était littéralement ça me permettait de payer une chambre d'étudiant, enfin d'avoir presque un niveau de vie d'étudiant plus grand que tous les autres, mais après pour en vivre, bon forcément c'était encore assez ric-rac. Là, je te coupe, comme ça on est sûr qu'on finit pas les 3 points. Non. Salut à tous, merci d'écouter le code du web. Si vous êtes encore là, prenez maintenant cet instant pour donner un avis et 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Je les lis tous, ça booste énormément et nous permet de continuer à interviewer des personnes inspirantes qui vous donnent les clés de leur réussite. Maintenant que c'est fait, retour à l'épisode. Bonjour, je suis Stéphane Zambo. Là dans encore, c'est un truc je pars à la super intéressant que tu viens de dire. Inspirantes qui ont l'avantage de commencer tôt quand on n'a pas de revenus, c'est que le moindre petit revenu que tu gagnes, pour vous aussi, ça te booste d'une force. Tu vois, aujourd'hui, si on te disait tu peux gagner la même chose, tu le ferais même pas, ça te passerait complètement à côté. Et à l'époque, c'était un game changer, tu vois, même une petite somme. Ouais, non, totalement. Et on voit ça aussi quand tu fais du freelance. Tu vois quelqu'un qui commence du freelance à 17 ans, il gagne 400 € dans le mois, c'est la folie. Et puis après, quand tu es senior, tu gagnes 400 par jour. En TJM, t'es genre, ah ouais, je pourrais monter à 500, 600, 800, ça commence à être bien. Tu sais, c'est complètement... Et aussi, le parallèle à ça, c'est à l'inverse, plus ton business grandit aussi, plus tu payes des gens, plus tu payes des outils. Tu vois, je me fais souvent la réflexion de me dire que maintenant, quand tu rentres 1 000 € dans la boîte, c'est ça, il y a 5 ans, tu vois, tu rentres 1 000, 2 000, 3 000 €, t'es en micro-entreprise, t'as pas de frais, t'as rien, c'est bon, tu vois, t'as fait ton mois, tu vis bien. Aujourd'hui, tu rentres 3 000, t'enlèves les frais de SASU, les frais des gens que tu payes, les frais, les coûts fixes, tout ça, et là, tu te dis, ok, en fait, il reste rien, tu vois. Il m'en faut plus. Oui, et en fait, finalement, des fois, il t'en faut plus pour avoir la même chose, donc des fois aussi, tu te dis, genre, je pourrais essayer de finalement revenir à un truc plus petit, tout coupé, et je pourrais avoir le même niveau de revenu, mais en coupant tout le reste, arriver à finalement plus. Donc, c'est beaucoup de questions qui se posent comme ça souvent. En fonction de là où tu es dans la vie, de là où est ton business, il y a beaucoup même 1 000 € veut pas dire la même chose. Je pense qu'on reviendra sur cette partie après. Avant ça, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Il y a une question sur ta landing page, c'est pourquoi je ne peux pas apprendre gratuitement sur Internet. Ouais. Et je me suis dit que j'allais te la poser, celle-là, en live. Alors celle-là, et on reviendra au 3e moment après. Oui. Alors en fait, c'est le rouge de l'épisode. C'est pour faire tenir les gens jusqu'à la fin. Vous aurez la réponse à la toute fin. Alors en fait, ça c'est une partie dans la FAQ parce que c'est une question justement qu'on nous pose. C'est pas, tu vois, moi je considère que justement, c'est tout à fait possible d'apprendre gratuitement sur Internet. Après, c'est une question qu'on nous pose souvent et comme quasiment toutes les questions au monde, la réponse c'est ça dépend. Et donc, et en fait, c'est ça, c'est que effectivement, il y a des possibilités. Moi, je sais que j'ai appris
quasiment tout ce que je sais, que ce soit pour mon boulot de 3D avant. J'ai fait une école de cinéma, mais finalement après j'ai fait de la 3D. J'ai fait une école de 3D après l'école de cinéma, mais finalement j'ai tout appris sur Internet. J'ai appris après dans mon métier. Enfin, j'ai jamais appris avec un cours vraiment, tu vois. Et donc il y a des gens qui sont comme ça et des gens qui sont capables de s'organiser ou de trouver les informations ou de faire tout seul. Il y en a qui je le vois avec Docstring, tu vois, il y en a ils sont complètement perdus, il faut que tu les guides à chaque fois et il n'y a pas une façon meilleure qu'une autre, mais ça dépend vraiment des personnes et c'est ce que j'essaie de répondre à chaque fois aux gens quand ils envoient un message, tu vois, sur Docstring, je leur dis pas il y a une façon, j'essaie d'être là encore assez transparent, je leur dis pas Docstring c'est ce qu'il faut et tout ça, je suis comme OK, qu'est-ce que tu veux? C'est combien de temps t'as dans la journée, combien tu vois, et après je peux faire des parallèles par rapport à d'autres élèves que j'ai eu pour dire regarde, on a des étudiants qui travaillaient, qui avaient des enfants, tout ça, qui ont réussi, mais en même temps, je le vois, c'est difficile. Donc tu vois, c'est chaque personne a un truc unique et il y a des gens pour qui c'est ce que je dis aussi des fois, regarde, commence par ma formation, j'ai dit ça à quelqu'un il y a pas longtemps qui était intéressé, je lui ai dit regarde, commence, il n'était pas sûr, tu vois, à quel moment il fallait qu'il paye, qu'il fasse une formation plus complète, quelle formation faire. Parce qu'il voulait avoir des financements éventuellement aussi. Donc je lui dis commence tout simplement par les trucs gratuits et tu vas déjà te rendre compte si t'aimes ça, si t'arrives à apprendre des trucs tout seul, à quelle vitesse t'apprends et déjà avec ça tu vas avoir beaucoup de réponses à tes questions. C'est intéressant parce que tu vois, Jason Champagne de Tutoriel Vidéo, ouais. J'ai eu Graphic Art chez toi et c'est vraiment intéressant parce que chacun a une approche différente Ouais. Et tu te rends compte que ça permet à toute audience, toute clientèle en face de trouver la meilleure façon de se former pour lui, tu vois. Alors qu'avant, on était vraiment drivé dans c'est ça et si t'accroches pas, par exemple, moi j'ai étudié le développement. Je détestais ça parce que pour la bonne et simple raison qu'on me faisait faire des calculatrices ou des trucs, je me disais mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Et d'autres gens, ça les aidait vachement. Pour autant, après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu un poste en tant que développeur, je me suis dit, ah, là, il y a un truc à faire, ça a un sens, il y a un produit. Et donc là, j'ai pris comme toi, j'ai appris tout seul mais tu vois, il en faut vraiment pour tout le monde. Et c'est ça la force qu'il y a maintenant, c'est que chacun l'approche d'une façon et c'est hyper intéressant. Ouais. Et ça, tu le vois des fois, des fois, tu as des commentaires un peu vénères là sur YouTube ou sur Udemy, justement, de gens qui sont pas satisfaits ou pour une raison ou une autre. Et des fois, c'est complètement la raison opposée, tu vois. Un exemple tout con que je donne, qui est qui a pas beaucoup d'impact, mais la façon dont on prononce les noms en anglais, tu vois. Quand tu as un mot anglais, moi j'aime bien essayer de le faire à un minimum, tu vois, avec l'accent pour pas que ça fasse le true et false, tu vois, genre. Et il y a des gens qui disent ah non, il faut pas faire un accent anglais, il faut le dire en français. Il y en a qui disent ah non, c'est cool parce que genre tout le monde massacre le truc et on comprend pas parce que on veut entendre true et false et en fait on entend true et on est comme c'est quoi un trou, tu vas creuser un trou, je comprends pas, tu vois. Donc en fait t'as vraiment des gens qui sont ah oui c'est bien, d'autres ah non c'est pas bien et donc à chaque fois que tu réponds à ces gens tu dis écoute je le fais selon ce que je pense qu'est le mieux. Après il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui aiment pas, toi t'es du côté qui aime pas. J'ai reçu un mail l'autre jour d'un gars qui me disait exactement l'inverse, donc voilà genre si tu veux autre chose va voir autre chose, comme tu dis, il y a le choix. Allez, la question, pourquoi apprendre Python en 2024 alors? Ah, c'est une question qui revient encore plus là avec l'AI justement. Exactement. J'ai retweeté quelque chose là aujourd'hui où tu voyais, c'était le CEO de Nvidia là, qui disait justement qu'avec l'IA, on n'aurait plus besoin d'apprendre à coder et tout. Et en expliquant ça, en gros, il est en train il y a quelqu'un qui quote tweet la vidéo en disant justement que il était en train de décrire justement les langages de programmation et c'est exactement ça. Qui dit ah oui, on n'aura plus besoin de coder. En fait, ce qu'on va faire dans quelques années, c'est qu'on va écrire des instructions à un programme qui va faire des choses, etc. Et on était comme oui, c'est quoi programmer si ce n'est écrire des instructions sauf que maintenant on le fait avec if, else, tout ça et dans 5 ans peut-être qu'on le fera en langage naturel. Mais tant qu'on n'a pas une AGI justement qui fera tout sans qu'il y ait vraiment zéro input humain, il y aura quelqu'un qui va donner des instructions à une machine. Donc il y a toujours eu ce truc-là et donc ça répond un peu aussi à la question, je trouve, tu vois, on a eu les mêmes choses avec le no-code, avec toujours c'est genre à quoi ça sert. Alors après dans ta question, il y a pourquoi apprendre Python spécifiquement aussi peut-être. Je sais pas si c'est pourquoi apprendre la programmation ou Python spécifiquement. Tu la prends comme tu veux, la question. Bah, c'est ça. Je pense que ce que je dis souvent avec Python, je le mets, tu vois, pour pas faire juste je prêche pour ma paroisse. On met souvent Python, JavaScript un peu dans les langages intéressants à apprendre au début. Et ils ont justement, c'est pas Python en soi, c'est le fait que ce soit un langage facile à apprendre qui te permet de faire plein de trucs.
Et JavaScript tombe un peu aussi dans cette description. Même si je trouve que c'est un peu plus orienté web. L'avantage de Python par rapport à JavaScript, si quelqu'un me demande, tu vois, de choisir entre l'un ou l'autre, je dis souvent que c'est au niveau data, au niveau aussi tout ce qui est un peu automatisation. Tu peux en faire avec JavaScript, mais c'est un peu plus chiant. Tout ce qui est automatisation sur ton système d'exploitation, par exemple. Et après, ce que je trouve incroyable, en fait, que je disais moins il y a 5 ans, mais que je dis maintenant pourquoi apprendre Python de par ce que j'ai vu de mes étudiants, c'est que le nombre de profils différents qui font quelque chose avec Python, même que moi, tu vois, j'aurais pas pu dire avant. L'exemple que je donne souvent, c'est les chefs d'entreprise, tu vois, des gens qui ont rien à voir avec la programmation, qui veulent pas devenir développeurs, mais qui disent, il y a aussi les médecins là-dedans, qui disent ah oui, en fait je me rends compte que je fais plein de trucs à la main, tu vois, que je trie des factures, je convertis des PDF, je fais plein de trucs que des fois tu payes une personne pour faire à la main, ou alors tu fais toi-même et tu perds du temps à le faire. Et là, tu vois, les gens, je sais pas trop où est-ce qu'ils tombent là-dessus, mais tu vois, soit on leur en parle, soit ils tombent sur une vidéo où ils voient justement un truc, tu vois, même ça peut être du no-code, des fois un scénario make qui automatise des trucs, et ils disent waouh, en fait je pourrais gagner du temps avec ça. Donc en fait, j'ai l'impression que, et à chaque fois, il y a même des gens qui ont rien à voir, tu vois, des gens qui font de la cuisine, tu vois, il y a tellement de choses en fait, ou même après coup, parce que tu as appris à programmer, tu te dis ah, t'as un déclic, tu te dis ah putain, ça je pourrais le faire avec du code. Et donc c'est pour ça que je trouve que même si l'objectif est pas de se reconvertir ou de faire que ça, il y a des centaines de choses que tu peux faire avec, que tu soupçonnes même pas, que des fois moi-même je ne sais même pas, tu vois. Où je dis des fois aux gens, regarde, essaye, parce que je suis sûr que toi-même tu vas découvrir des trucs que je peux pas te conseiller, des choses très particulières dans ce que tu fais dans ta vie. Souvent c'est ça aussi, c'est les gens, ils finissent par automatiser leur vie, tu vois. Ils ont plein de trucs dans leur vie qu'ils font, et puis ils se disent ah, en fait je pourrais faire un script pour ça. Mon exemple préféré, c'est le mec qui a fait un script de Python pour shooter les pigeons sur son balcon parce que il en avait marre. Avec un pistolet il a fait une vidéo aussi. Pistolet à eau, enfin vrai. Non, c'était un article de blog, je sais plus, c'était incroyable où il montrait comment il utilisait OpenCV pour détecter les pigeons et tout, et t'avais tout le processus itératif au début, ça shootait des trucs qu'il fallait pas, donc il se retrouvait avec ses plantes qui étaient complètement arrosées parce qu'il pensait que c'était des pigeons, enfin et là tu te dis ok, il y a vraiment des gens qui utilisent la programmation pour tout et n'importe quoi. Et je donne souvent cet exemple, tu vois, pour dire même si t'as un problème que genre t'as des pigeons sur ton balcon, la programmation peut être une, voilà. Mais c'est vrai. Les mecs, tu vois. si vous avez un problème de pigeons sur vos balcons, allez sur Docstring. C'est aux gens, tu vois, je trouve après de voir souvent qu'est-ce qui est possible de faire. Moi, je peux te donner plein d'exemples comme ça, tu vois, de médecins, de chefs d'entreprise, de pigeons sur ton balcon et tout. Mais je trouve que tu vois, et après j'ai l'impression c'est peut-être aussi ça pour à peu près tout, tu vois. Moi, j'aborde souvent ça sur ce qu'on apprend. Il y a des gens, des fois, ça c'est un truc qui m'énerve quand t'as des gens qui sont dans des études qu'ils aiment pas ou quoi, et ils se disent, tu vois, ça sert à rien, je vais perdre mon temps. Et je trouve qu'en fait, il y a jamais quelque chose que t'apprends qui est complètement inutile. Des fois, c'est beaucoup inutile, mais c'est jamais 100% inutile. Il y a l'exemple de Steve Jobs là-dessus, là, qui avait appris la calligraphie, le connect the dots, tout Exactement. ça. Voilà, de se dire, en fait, bon, qu'est-ce que la calligraphie a à voir avec les processeurs Apple, etc. Et puis c'est genre, juste la beauté de la chose, un truc qui sert à rien, mais on essaie quand même de faire un truc beau, et puis boum, ça donne Apple, tu vois. C'est genre, pourquoi on a besoin de faire un ordi beau? Parce qu'en fait, les gens, ils aiment ça. Tu vois. Et voilà, je trouve que c'est le meilleur exemple tu peux passer 3 ans à faire de la calligraphie, et finalement, tu l'utilises complètement ailleurs, tu vois. Ah, je pense que ça a été un game changer, d'ailleurs, pour lui. Hein. Oui. Et donc, tu vois, programmation, je pense que c'est pareil. C'est jamais un truc qui te sera inutile. Ça peut être beaucoup inutile, comme je disais, pour certains, très inutile pour certaines personnes. Mais il y a toujours peut-être un truc où tu vas dire, ah, tiens, ça, tu vois, ça pourrait être intéressant pour un site. Trop bien. Ouais. T'as parlé d'IA et ça a dû avoir un impact positif sur tes trends de recherche par rapport à Python, non? Ouais, je te dirais que c'est un peu 50-50 parce que je vois énormément et dans tous les domaines techniques de crainte. Je voyais au niveau justement, quand je regarde sur le VFX, là, avec Sora qui vient de sortir, par exemple, je voyais un commentaire d'un jeune qui avait 18 ans qui disait je vais rentrer à l'ESMA, donc c'est une école de 3D qui coûte 7 000 € l'année, qui est une des meilleures en France et tout. Et il dit je m'en vais dans 5 ans d'études comme ça, et je vois ça qui arrive, et le gars était en dépression. Et je pense que tu vois, je recommencerai des études moi aussi, je serais vraiment en train de me poser des questions, même si finalement j'arrête pas de dire sur Twitter partout que c'est un outil, que là encore, tant qu'on sera pas avec un truc qui fera tout à 100%, il y aura du boulot, ça va juste changer.
Mais c'est vrai que ça pose des questions quand même. Et je vois ça aussi sur le code, tu vois. Là, ça fait 1 an qu'il y a des gens qui disent est-ce que ça sert à quelque chose, renforcé par tous les tweets, comme je te disais, la même Nvidia qui dit on n'aura plus besoin de coder et tout. Donc c'est un peu 50-50 parce que de l'autre côté, tu as aussi des gens qui se disent ah c'est trop bien, je vais faire de l'IA. Après, souvent, tu vois, le problème c'est que tu vois, derrière ce mot IA, c'est comme la data, les gens qui disent ah je veux faire de la data, et puis là tu leur dis alors c'est quoi que tu veux faire dans la data, parce que genre faire trier, faire un petit truc Panda, 3 lignes de code pour parser un Excel, oui ça va, c'est assez facile, tu peux le faire assez rapidement, mais en même temps tu vas pas te trouver un boulot à 500 000 euros dans 1 an avec ça, tu vois. Faire du machine learning pour entraîner un modèle d'OpenAI, etc. Là, oui, tu peux gagner 3 millions par an et puis ça doit être passionnant et ça doit être un truc incroyable de pouvoir faire des trucs là-dedans, mais c'est 5 ans d'études, de maths, de trucs, et en fait, Python là-dedans, c'est un petit boulon dans l'engrenage, tu vois. Donc, Python ou n'importe quel langage, en fait, justement, tu vois, c'est à ce niveau-là, c'est juste programmer en général, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est sûr que ça fait du buzz. Le Python, on entend beaucoup parler pour la data et tout, mais il y a aussi, vu que sur Docstring, moi je suis pas du tout un expert en data, tu vois, comme je te dis justement, personnellement, je me suis arrêté un peu à tout ce qui est traitement de données et je suis pas du tout machine learning, etc. Donc pour l'instant, tu vois, je dis aussi aux gens, si vous voulez faire la data, Docstring c'est pas la meilleure place pour y aller. Vous allez apprendre Python, vous allez apprendre quelques trucs de data. On n'a pas un parcours complet là-dessus et ça peut être bien en renforcement si tu vois si vous faites de la data avec Rust et puis vous voulez apprendre Python, bah oui, venez, genre vous allez apprendre Python pour votre côté data. Mais et puis même après, tu vois, je sais pas, quand je vois toutes les formations en 1 an pour devenir ingénieur machine learning, pareil, je me dis 1 an pour faire du machine learning, je sais pas trop, tu C'est vois un quel peu est court, le ouais. Donc tu vois, ces gens-là, je me dis en fait, faites des parcours plus classiques, faites des trucs de 3 à 5 ans dans des écoles où vous allez vraiment apprendre toutes les bases qu'il faut pour ces trucs-là. Toute la base mathématique, toute la base aussi, tu vois, de tout ce qu'il y a autour des ordis qui sont intéressants sur justement les GPU, tu vois, il y a plein de compétences connexes à avoir pour travailler là-dedans. Donc ouais, c'est sûr, ça fait parler, ça permet de dire, regarde, Python, il est niveau 1, il est top, tout le monde veut l'apprendre, etc. Après, concrètement, sur le business, est-ce que tu vois, ça rapporte beaucoup de gens qui viennent s'inscrire? Je pense pas. Aussi, parce que comme je te dis, je suis pas axé là-dedans. Je pense que si j'avais une école machine learning, etc., et que je disais, probablement que du coup, je ferais des parcours en 3 ans parce que je me verrais pas vendre un parcours d'1 an pour du machine learning, mais ouais, là, ça pourrait mettre petit. Tiens, parlons de ton école. Ouais. Établis un prix à 29 € par mois Pour la formule annuelle. pour la formule annuelle. Ça vient d'où? Comment t'établis un pricing comme ça? Parce que c'est toujours quelque chose de dur. Moi, je fais du SaaS sur des produits. Ouais. Et c'est vrai que quand tu arrives toujours à côté pricing, tu as plusieurs approches. Tu peux tester haut et baisser progressivement. Tu peux dire qu'est-ce que font mes concurrents. Et c'est vrai que quand je regarde le marché des formations, là, ça n'a pas de sens en fait parce que tu as tutoriel vidéo par exemple où tout est gratuit et ils se rémunèrent sur YouTube sur les commissions. Ouais. Puis à côté de ça, tu as énormément d'infopreneurs avec des formations à 1997 €. Et toi, c'est du mensuel, c'est beaucoup plus accessible. Donc la question c'est d'où ça vient ce pricing? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de pricing différents, parce que j'ai été dans des pricing comme ça aussi. Le plus cher qu'on a vendu, c'était à 3 000 €. Là, justement, on est aussi donc avec une formule d'abonnement. Ça change, je te dirais, en fonction des financements, en fonction, parce qu'à un moment, on avait le CPF. Quand tu as le CPF, c'est pas les mêmes types de choses, parce que justement, il faut plus d'accompagnement, il faut des trucs au début, au milieu, à la fin. Ça peut pas être juste, tu vois, tu lâches les gens dans la nature et puis ils suivent à peu près un truc comme ça. Et donc, c'est plus encadré. Il y a aussi beaucoup plus de frais parce que forcément, tu as beaucoup plus de paperasse à gérer. À l'époque, on avait beaucoup d'intermédiaires. Donc finalement, sur les 3 000 €, tu enlevais beaucoup plus que la moitié. Donc tu vois, donc tu as beaucoup de choses différentes comme ça déjà qui font qu'il y a eu différents modèles. Là, je suis passé sur un abonnement. Il y a eu plusieurs raisons. Il y avait une raison purement analytics, que je sais qu'en fait, je vais pas rester à vie sur un modèle d'abonnement. C'est juste que je trouve ça intéressant parce que j'étais à fond là-dedans dans l'idée d'optimiser tout mon SEO, justement, de voir les gens qui rentrent. Et tu peux le faire aussi avec des formules qui sont pas en abonnement, bien sûr, de voir combien tu convertis, etc. Mais je trouvais ça intéressant sur l'abonnement de voir plus précisément le churn, tu vois, de voir comment j'arrivais à garder les gens, de voir aussi sur des pricing, pour voir justement sur cette formule qui aussi est une formule plus d'accompagnement, où
et ça va répondre un peu à la question du prix, parce qu'on a commencé justement aussi à mettre des trucs un peu d'IA, tu vois, où les gens ils peuvent poser des questions. Alors c'est soit des exercices qui sont corrigés avec une IA, soit un assistant qui répond aussi à tes questions en attendant que nous on réponde si jamais tu vas avoir une réponse rapide. Donc ça forcément ça coûte des crédits, on passe par OpenAI. Tu vois, il y avait aussi ce truc un peu de se dire à un moment, si j'offre des services comme ça, si tu payes un one shot et que tu as quelqu'un qui finalement sur le long terme te prend 100 euros de crédit OpenAI, il faut quand même bien le poncer pour aller à 100 euros de crédit OpenAI. Mais tu vois, c'était un peu cette idée-là aussi, de se dire d'avoir un truc récurrent parce que tu as des services qui ont des coûts récurrents. Et après, effectivement, sur le prix en tant que tel, je me suis laissé de la marge aussi pour un peu faire des promotions des fois, parce que forcément, quand là, c'est un prix à 50 euros par mois, l'idée c'était de me dire, bah en fait, je vais faire des promotions à certains moments de l'année, tu vois, et je vais majoritairement vendre à ces moments-là. Et donc, si je mets le prix, moi, je pensais plutôt le vendre autour de 25 euros, tu vois, et donc je me dis, si je le mets à 25 et que tu fais un prix à moins 50, tu tombes à 12, donc tu vois, c'est aussi pour se laisser un petit peu cette marge. Le prix annuel, c'est le truc de voir le long-term value de ce que tu C'est vends. ce que j'allais te demander. En Oui, général, il reste combien de temps tes étudiants? bah justement en fait donc la formule mensuelle est à 50 euros et ce qui est marrant c'est qu'on a beaucoup et ça c'est valable pour toutes les formules, c'est qu'il y a souvent des gens qui font donc à peu près 3-4 mois et qui des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, mais il y a souvent des gros gaps en fait où tu vois des gens revenir 4 ans après. Il y a beaucoup de gens qui commencent une formation, qui arrivent à s'y tenir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 4 mois, qui après ils disparaissent complètement. Avec le CPF aussi, on a eu beaucoup de trucs comme ça où les gens ils commencent, ils ont accès à vie au truc, tu les vois plus, et puis finalement 4 ans après, c'est genre ah j'ai pris une formation en 2020 chez vous, et t'es genre ah bah oui je me souviens, oui effectivement, et ils reviennent après. Donc c'est aussi un petit peu bizarre, tu vois, parce que t'as des gens qui finalement restent 1 an et demi, mais par période de 3 mois étalés sur 5 ans, tu vois. Donc c'est pas des, tu vois, c'est pas des trucs et même des gens aussi qui il y a des gens qui ont pris une formation Udemy en 2017 à 15 euros, qui après ont pris ma formule Docstring à 100 euros, qui après ont pris l'abonnement à, tu vois, dans les différents trucs, et finalement ils te suivent à chaque fois selon les différentes formules et ils reviennent et à chaque fois ça leur convient parce que tu vois ils savent qu'ils aiment ce qu'il y a derrière. Donc c'est très très variable et donc c'est un peu dur de fixer un prix, mais tu vois, si on prend le long term value quand on avait le CPF, ben on serait plus autour de 1000 ou 2000 avec des coûts fixes. Donc voilà, et après pour ce prix-là, c'est aussi par rapport effectivement à la concurrence, à ce que tu vois, sur des sites en anglais, tu vas être plus autour des 15-20 euros. Sur les sites en français, tu vas être souvent un peu plus dans les 40-50. Comment t'expliques que côté développement web et surtout ce qui est technique comme ça, les formations elles soient si faibles en termes de prix, tu vois? Parce que je, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, tu as des formations de community manager qui sont à Ouais, 2000 balles, tu vois? Et ouais. comment t'expliques que on forme quelqu'un en community manager à 2000 euros et qu'après la valeur perçue d'une formation en développement ça soit 15, 20, 30 euros? Bah après, faut voir, comme je te dis, là, sur ces formules-là, c'est plus, tu vois, c'est pas quand tu es sur des trucs à 2-3 000 euros, quand tu vois les gens qui ont payé ces sommes-là, qu'on a accompagnés, tu vois, là, on a un étudiant, par exemple, ça fait 1 an et demi que je le suis, que je revois ses projets, que tu vois, que je check son CV, je lui dis de changer ça. Donc, tu vois, c'est vraiment un accompagnement sur Long 1 an, 1 an et demi, terme. 2 ans, jusqu'à ce que la personne trouve un emploi. Quand on est sur et c'est ça qui est marrant aussi, c'est que sur les modèles à 50 euros, t'as, comme d'habitude, en fait, mais c'est pareil aussi sur les modèles à 2000, en fait, t'as 90% des gens que tu vois jamais, t'as 9% qui restent que tu vois un petit peu, et t'as 1% que tu vois tous les jours. Donc finalement, c'est très très étalé. Et t'as une personne qui va te prendre beaucoup 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 de temps. T'en as quelques autres qui vont te prendre un petit peu de temps et les autres tu vois pas. Donc C'est le modèle salle de sport en fait que tu es en train de oui, de oui, oui, décrire. C'est ça. ouais. Ouais, mais c'est donc tu vois, c'est ça aussi qui fait que des fois tu sais que tu as une personne qui va finalement te prendre beaucoup de temps, mais comme les autres en fait t'en prennent pas du tout, bah tu vois ça balance. Euh, alors où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Oui, le community manager et tout. Il y a aussi, alors je pense, et ce qu'il faut dire, c'est un contexte très spécifique français de la formation qui est ultra subventionné.
qui est très pénible justement. Et moi, je suis partisan de tout enlever, tout ça. Là, je me disais il y a quelques jours justement, je voyais encore le gouvernement qui essaie de trouver 100 ou 200 millions ici et là, et je voyais que le CPF ça coûte 7 milliards. Je suis comme ok, enlevez juste tout ça et vous avez 7 milliards qui sont là, parce que je pense que le retour sur investissement de ce type de formation est ridicule. Que sur 7 milliards qu'on dépense, si on a, tu vois, 0,1% de reconversion, ça doit être énorme. Et c'est cool, tu vois, il y a des gens, mais sur le CPF, j'ai cru comprendre aussi que les 3/4 des gens, en fait, passent leur permis, que j'ai appris il y a pas longtemps que, notamment, il y a le permis moto, et qu'il y a plein de gens qui disent c'est ridicule parce qu'à la limite, le permis voiture, tu vois, bon, t'en as besoin pour ton boulot et tout, mais le permis moto, que les 3/4 des gens, en fait, c'est, tu vois, c'est pour du loisir, et que, y a peut-être 1% là-dedans qui s'en sert pour aller au boulot, mais les restes, non. Et donc, tu vois, dans ce contexte-là, c'est ça aussi. Et bon, là, on pourrait faire un podcast entier à ce sujet de tous les biais que ça induit. Tu vois, là, justement, il y a quelqu'un qui me demandait un financement OPCO et qui me dit, je commençais à regarder ça parce qu'il est à l'AFDAS, donc un truc très précis. Et il me dit, ah oui, donc le mec, il connaissait ça pas mal. Il me dit, oui, généralement, pour les prix, les organismes de formation s'arrangent parce que l'AFDAS, il paye à 40 € de l'heure, donc il s'arrange pour que, en fonction du nombre d'heures qu'ont les gens et le prix de l'heure, tu vois, ça rentre dans les clous. Donc finalement, en fait, c'est ça. Ta formation, tu l'as fait au prix que l'OPCO est prêt à payer, et pas au prix que ça vaut vraiment, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, je voyais dans le CPF, c'est ça aussi. Justement, tu parlais des infopreneurs, j'ai vu ça des centaines de fois. Les gens, la formation elle est à 5000, et en fait, quand t'as un sales qui te parle, c'est genre, dis-moi combien t'as dans ton CPF, je te dirai combien la formation elle vaut, tu vois. En fait. Donc, si tu l'as mis à 1000, c'est genre, ah tiens, d'un coup, en fait, c'est pour ça, en fait, finalement, ils la mettent au plus haut, qui est 5000 que tu peux avoir. Et après, si la personne dit, j'ai que 1500, bim, ah tiens, d'un coup, elle vaut 1500, tu vois. Donc, ouais, donc je trouve que ça fausse énormément le marché, que que même au niveau des formations, t'es obligé, j'en parlais sur Twitter là il y a pas longtemps aussi, que tu vois là, on est en train d'essayer de revenir sur le CPF, on est bloqué à la dernière étape, c'est une vraie mafia ce truc. Et un des conseils qu'on m'a donné, c'est que tu vois, dans le support, j'avais marqué dans le plan du truc, j'avais dit on répond aux questions sous 24 heures, mais même des fois plus rapidement, tous les jours. Donc, week-end compris. Et souvent, c'est un truc que justement, les gens, quand on leur répond le dimanche soir à 20h, ils sont là, waouh, limite, ils s'excusent, tu vois, ils disent genre, ah, c'est cool que vous répondez, mais tu sais, ça pouvait attendre. Et nous, on est comme, bah, tiens, non, c'est cool, si t'es bloqué le dimanche soir à 20h, c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut te débloquer tout de suite, que t'attendes pas le mercredi, tu vois, 3 jours après, où t'auras peut-être trouvé la réponse, et puis on En plus, si t'es sur quelqu'un comme ça, tu peux te dire qu'il a que le week-end pour avancer, donc. Oui, c'est ça. Enfin, il y a tellement de cas où tu te dis, ok, et moi, c'est ça que je veux vendre. Et là, on m'a dit, non, tu vois, ça c'est louche parce qu'il y a aucun centre de formation qui fait ça. Ils répondent de 8h à 18h du lundi au vendredi. Et puis en dehors de ça, tu te démerdes. Donc en fait, si tu mets ça, les gens ils vont en bonne, tu vois, administration française qui ferme à 5h, c'est genre, bah attends, non, c'est pas possible, ça existe pas. Ça, et là, t'es genre, bah si, ça existe dans les trucs de qualité, ça existe, t'as envie de dire, tu vois. Donc là, finalement, je suis rendu à me dire, bon, bah, officiellement, on va être ouvert de 8h à 18h, mais c'est pas grave, posez-nous une question à 8h, on vous répondra, tu vois. Mais sur le papier, on est comme ça, tu vois. Et donc, et au niveau du prix, c'est pareil, tu vois, faut que ça rentre dans les cases et tout. Et du coup, ça fausse énormément ce truc-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un gaspillage immense de gens, c'est ce que je dis souvent, tu vois, des gens qui, tu veux leur faire sortir 50 € de leur poche, faut faire 3 mails, faut les avoir au téléphone, faut appeler, c'est genre, ok, je vais souscrire à 50 €. J'ai eu des mecs littéralement qui m'ont dit, je peux absolument pas. 2 jours après, dit, ah oui, finalement, j'ai arrêté mon abonnement Minecraft et je peux payer. T'es comme, tu te fous de ma gueule. T'as envie de dire, genre, t'es en train de me dire, je peux vraiment pas dépenser 50 €. Et puis là, en fait, tu te rends compte qu'ils les avaient, c'est juste qu'ils voulaient pas les donner. Et à côté, t'as quelqu'un qui te signe un truc à 3000 € que tu vois, qui fait juste le strict minimum pour signer le CPF. Et après, tu revois pas, tu vois. Et là, tu te dis, t'as littéralement quelqu'un qui a payé 3000 € d'argent semi-public, tout ça. Pourquoi, tu vois? Ouais, donc, il y a un problème, ouais. Ouais, enfin bon, tu vois, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va. On va faire tout le podcast là-dessus. Du coup, ouais, là, aujourd'hui, ça ressemble plus à une offre, c'est comme si c'était un produit SaaS au final, du coup. Oui, ouais, c'est ça. T'as une partie gratuite aussi, du coup? Ouais, on a en fait, là, tu vois, je suis en train de me reposer la question, je vais ressonder un petit peu ma communauté parce que j'avais une approche très, jusqu'à présent très que j'avais pas au début, que j'ai encore et que j'ai eu pendant un moment, de me dire que le contenu c'était pas important.
de me dire, tu vois, on trouve tout sur Internet, t'as tout gratuit, tout est là. Donc, en fait, c'est pas le contenu qui est important, c'est l'accompagnement. Et ça, c'était vrai, en fait, aussi justement, dans le modèle à 2-3 000 euros. Finalement, les gens, quand ils payent 2-3 000 euros, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tu sois là pour faire des calls avec eux, pour les aiguiller, pour leur dire, apprends ça, pas ça, etc. Là, oui, à 100%. Maintenant, je suis en train de me dire sur des trucs à 50 ou 500 euros, tu vois, ou même des trucs mensuels, justement, à 50 euros par mois. Je commence à me demander, je suis en train de me dire peut-être que finalement pour un truc très ponctuel, tu vois, genre un mentorat d'1 heure, ok, ouais, t'es prêt à payer 50 euros pour avoir un point, un moment, pour te dire, ok, va ici. Après, finalement, je suis en train de me dire, je suis en train de revoir un petit peu ça. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de contenu aussi. Et où là, tu vois, je me dis, si je trouve le bon pricing, justement, qui arrive à me démarquer un peu des trucs à 2000, tu vois, un truc à entre 200 et 500, qui soit vraiment axé sur du contenu, finalement, et que je trouve quelque chose d'autre, si on retrouve le CPF, tu vois, je pourrais garder le côté accompagnement avec le CPF parce que de toute façon, ça va de pair, avec des offres plus chères où tu vois, justement, ça permet d'encaisser ça, enfin, quand tu payes 3 000 euros, forcément, nous, de notre côté, on peut mettre les moyens pour accompagner la personne. Et là, tu vois, là, ça marche sur cet accompagnement parce que, comme je te dis, tu vois, c'est le bon pricing pour qu'il y ait suffisamment de volume et que t'aies pas non plus tous les gens qui te prennent beaucoup de temps. Donc, tu vois, ça marche bien. Mais je suis en train de repenser à ça, ouais, de me dire, ok, t'as quand même du contenu que les gens aiment. Il y a du contenu que tu peux faire que tu trouves pas ailleurs et que les gens seraient prêts à payer, tu vois, pour ça. Donc, C'est intéressant. Et du coup, en répartition, t'as combien d'utilisateurs gratuits versus combien de payants? Là encore, je te dirais, c'est dur de faire, tu vois, des stats précises parce que j'ai pas de stats super précises sur le, tu vois, l'assiduité des gens en gratuit. Tu vois, je peux voir à peu près combien de vidéos ils ont vues, etc. Mais je monitore pas chaque seconde que les gens passent sur le site, tu vois. Mais tu vois, sur Docstring, on a 23 000 comptes créés. Tous les jours, on a 20 à 30 comptes qui sont créés. 150, 170 par semaine. Et en payant, donc tu vois, en souscription, là, ça fait 6-8 mois qu'on a lancé le truc, on est à 170, si je me souviens bien. Et tu vois, et si tu prends tous les gens qui ont payé un moment sur Docstring, on doit être, que ce soit CPF, abonnement, les premières formules et tout ça, on doit être pas loin des 500 à 1000 personnes, tu vois. Mais dans ces 1000 personnes, il y en a qui ont payé des trucs à 20 euros pendant un mois, il y en a qui ont payé des CPF à 2000. Dans les CPF, on en avait fait à peu près sur 1 an et demi, on avait eu 200 dossiers, si je me souviens bien, 200, 250. Donc, t'es entre 3 et 5% de conversion, c'est ça, du coup? Oui, je sais que quand je fais des mails que j'envoie avec des offres, etc., je suis dans les 1%, dans les trucs classiques qu'on voit sur tous les sites, là, du 1% de conversion. Et après, comme je te dis, ça dépend aussi parce que des fois c'est difficile aussi de suivre les parcours entre les gens qui viennent d'Udemy, tu vois, qui ont acheté un bout de truc sur Udemy, finalement, qui viennent te prendre autre chose sur Docstring. C'est très difficile des fois t'as des gens, tu sais pas, tu vois, des fois il y a des gens aussi, à un moment, tu vois, je faisais comme au tout début de Docstring, c'était vraiment une copie de ce que j'avais sur Udemy. Donc à un moment, tu vois, au début, les gens qui avaient acheté sur Docstring, je leur donnais accès sur Udemy parce qu'en fait, c'était juste, ils avaient acheté sur Udemy, mais ils préféraient la plateforme Docstring. Donc tu vois, je faisais un one for one. Après, forcément, ça a divergé, donc j'ai arrêté de faire ça. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est difficile d'avoir des stats super précises. Mais c'est ce que j'essaye aussi de faire là de plus en plus, tu vois, de suivre un petit peu de tracer un petit peu plus quel pourcentage j'ai. J'ai essayé de faire ça de faire un peu plus des tests A/B là notamment sur les sign-up pour l'instant, plus conversion de création de compte. Ce que je trouve assez dur, bizarrement, à faire évoluer, tu vois. C'est un peu, là, j'ai testé plein de trucs et ça bouge pas beaucoup. Genre, j'ai essayé d'enlever, tu vois, sur le truc de sign up, d'enlever pour demander le nom et le prénom et juste mettre une adresse mail en me disant moins de friction possible. Et je demande le prénom après dans l'onboarding. J'ai vu un petit peu d'augmentation au début, mais finalement, là, c'est revenu au même niveau. Donc, je me dis, ok, en fait, c'est peut-être, tu sais pas trop comment interpréter les trucs des fois. Ça reste un mystère pour moi. Je fais pas mal de SaaS et j'ai toujours été bercé par cette fameuse histoire aussi de Facebook qui a testé je sais pas combien de bleus jusqu'à trouver le bleu qui convertit 90% de plus, etc. Ouais. Et ben moi j'ai jamais trouvé ce bleu qui convertissait. J'ai jamais trouvé. Ça a toujours été de la croissance liée à
des features ou des choses qu'on a apportées Ouais. qui ont répondu à un besoin. Ouais. Mais j'ai jamais réussi à trouver le moindre hack comme Ouais. ça d'IHM qui change vraiment la donne, tu vois. Ouais. Ouais, finalement. Et j'ai l'impression que c'est souvent des trucs. Tu vois, je me rends compte que sur le long terme, ce que j'ai réussi à analyser qui faisait des grosses différences, c'est effectivement des articles de blog, donc du SEO pur et simple, mais que tu vois 2 ans après. Parce que là, tu vois, à un moment, je me suis dit ça, quand tu vois que tu as un article qui te rapporte 50% de ton trafic, tu te dis, waouh, c'est fou. Quand j'ai écrit cet article, je me disais pas que ça allait me rapporter la moitié des sign-up aujourd'hui. Et du coup, là, tu vois, l'année dernière, j'ai payé quelqu'un pour écrire des articles, j'en ai écrit beaucoup. Et là, tu vois que les articles rapportent pas beaucoup, mais probablement que dans 3 ans, il y en a un là-dedans qui va, tu vois, qui va T'as réussir investi, ouais. à bien se placer. Et donc, tu vois, c'est un peu difficile des fois et comme je te dis sur le sign-up, c'est pareil. Tu sais, tu vois un petit bump, tu dis, ah, ok, waouh, j'ai enlevé le nom, le prénom, ça a fait une différence. Et finalement, 3 mois après, en fait, tu reviens au même niveau. Donc là, tu te dis, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que ce truc-là a vraiment changé quelque chose? Donc c'est dur. Et je me dis, les gens qui font ça, à quel point ça doit être d'arriver à trouver, tu vois, qu'est-ce qui vraiment fait une différence? Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Ça va être, c'est un métier à part entière, quoi, mais, Complètement. Et puis, il faut tenir compte de tous les autres facteurs, quoi. Est-ce que si oui. c'est Noël, l'été, c'est pas Oui, pareil? c'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi il faut avoir tu vois, il faut avoir des périodes. Là, tu vois, mes outils de SEO un peu plus précis que j'ai mis en place, je les ai mis en place en avril ou mai de l'année dernière. Donc, tu vois, j'ai même pas bouclé encore une année. Donc, là, effectivement, comme tu dis, en décembre, ça se casse la gueule. Donc là, tu vois, je regarde janvier, j'essaie de regarder avec janvier de l'année dernière, mais j'ai pas la data. Donc, tu vois, donc, tu te dis, on va essayer de comparer janvier avec un mois à peu près similaire, tu vois, genre retour en septembre, tu vois, retour de vacances ou quoi, mais en fait, tu sais pas, tu vois, donc On mesure pour améliorer. C'est quoi que tu veux améliorer? Est-ce que tu veux focuser sur certaines parties et mettre tout ton effort là-dessus? Est-ce que tu veux diversifier ton activité? C'est quoi que tu recherches, en fait, là-dedans? Au début, il y avait surtout un truc d'essayer tout simplement de savoir d'où viennent les gens à peu près, parce que tu vois justement quand tu commences à faire des vidéos YouTube, que tu as Udemy, vu que ça change aussi, tu vois, à un moment je savais que c'était Udemy qui me ramenait la majorité de mon trafic. Après finalement tu retournes sur ton Google Analytics, tu te rends compte que mince en fait YouTube ça rapporte pas mal de gens. 2 ans après avec les articles, tu te rends compte qu'en fait c'est Google juste en SEO qui rapporte beaucoup de gens et que finalement Udemy qui te rapportait la majorité du trafic maintenant c'est 20%. Donc, tu vois, et finalement, si tu regardes pas ça, des fois, et à un moment, tu vois, sur Twitter, j'étais comme j'adorais faire des trucs sur Twitter, écrire et tout. Donc là, tu dis, OK, je vais faire plein de trucs sur Twitter parce que tout le monde te dit c'est génial, niveau d'acquisition ou LinkedIn, pareil, tu vois. Tu suis un peu la trend. Et à un moment, tu dis, en fait, je traque pas du tout. Et là, tu dis, OK, je vais regarder. Et finalement, tu te rends compte que tu passes 5 heures par semaine à écrire des trucs et que ça fait 3 sign-up. Donc, tu vois, tu te dis, bon, OK, et Twitter, tu sais, ça part dans l'oubli dès que tu as fait un truc. Donc c'était un peu ce truc-là au début de se dire ok je veux optimiser mon temps pour mettre les efforts au bon endroit parce que tu peux passer des mois à mouliner dans le vide. Après du coup c'était de se dire voilà une fois que j'identifie un peu ce qui marche tu vois de mettre des efforts là-dessus, d'essayer d'optimiser justement tout ce qui était conversion parce que là aussi tu vois tu fais un site comme tous les devs, je pense au début, tu vois, tu mets l'accent sur tu veux que ce soit beau, que ce soit bien, tout ça. Et là encore, en fait, t'es dans le vide parce que t'es pas sur de la data, t'es sur du ressenti, sur ce que tu penses. C'est les trucs classiques que tout le monde te dit. Pareil, après, tu vas parler à tes clients, aux étudiants, tout ça. Et là, tu te rends compte qu'en fait, des fois, voilà, t'es parti complètement dans la mauvaise direction. Donc, je pense que tu vois, le souhait de départ, c'est peu importe le sujet, de me dire, OK, je veux mettre mon temps sur les bonnes choses. Ce qui est aussi difficile des fois parce que tu te rends compte que des fois le temps sur les bonnes choses c'est des trucs que t'aimes pas faire. Ça c'est aussi un autre truc C'est où tu te souvent ça, dis ouais. oui, où tu te dis en fait bon ouais des fois j'ai passé 6 mois à coder des trucs qui ont servi à rien mais j'ai eu tellement de fun à coder des trucs qui ont servi à rien. Et après tu dis qu'en fait il faut passer 6 mois à traquer des trucs et des courbes etc. Et puis à pas écrire des tweets parce que ça sert à rien mais à faire une vidéo super complexe qui va te demander beaucoup d'énergie et tout et tu te dis bon tu vois qu'est-ce que tu préfères vendre moins et faire des trucs que t'aimes bien ou avoir un business qui marche mieux mais à faire C'est une c'est vraie un question. équilibre difficile à tu vois à trancher. J'ai une J'essaie théorie de par faire un peu rapport les à deux. ça. C'est que de toute façon, ce que t'aimais bien, tu l'as Ouais. déjà fait. Oui. Donc, de toute façon, ce que tu vas découvrir, Ouais. c'est toujours des choses que t'aimes moins faire. Ouais, ouais. Oui. Oui, après ouais, enfin je sais pas, des fois j'ai l'impression que ouais, après je pense que c'est un peu ça tout le temps, tu vois, il faut que tu arrives à enfin je sais pas, tu vois, est-ce que tu peux faire tout le temps les trucs que t'aimes bien mais ouais, Tout c'est une vraie dépend de question, c'est une vraie l'ambition que question. tu attends de ton projet. Je Ouais. pense, c'est sûr, si t'es Elon Musk et que tu veux envoyer les gens sur Mars, Ouais.
tu peux pas faire que ce que tu aimes. Ouais, Par contre, si t'as un marché énorme en face et que t'es OK pour ne prendre que un tout petit pourcentage et rester dans ta zone de confort et aimer ce que tu fais, why not, tu sais, des fois, je me dis aussi que je fais le truc à l'envers. Je me dis, là, on est là et on essaye tous de faire le maximum et d'atteindre le plus haut, c'est de gagner le jeu du capitalisme un peu. Et qu'est-ce que ça serait un monde où chacun, en fait, ferait cette partie qu'il aime, récupérer une petite partie de revenus qui correspond à ça, mais ne chercherait pas à aller plus loin. Et des fois, je me dis, en fait, bah, du coup, il y aurait plus de gens qui feraient plein de choses qu'ils aiment, il y aurait beaucoup moins de, parce que là, on va de plus en plus vers the winner take all, tu vois. Le gagnant prend tout, quoi. Je suis partagé. Suivant les personnes que je me dis, c'est trop cool. C'est trop bien d'être ambitieux par rapport à ça. Puis des fois, je me dis, c'est quand même pas mal aussi l'autre vision où tout le monde prend un peu, tout le monde est content. Bah, moi, tu vois, j'ai évolué là-dessus parce que je me disais ça aussi. Et il y a le truc, tu vois, de la croissance où je suis pas, tu vois, de base, justement, c'est toujours un truc qui m'a surpris un peu de me dire pourquoi on a toujours envie de plus, de croître, tu vois, je me disais, c'est un peu bizarre que ce soit l'envie principale de tout le monde, que quand tu as une entreprise qui fait 1 milliard, tu veux qu'elle fasse 1,5 et 2 et 3 et 4 et tu dis tu t'arrêtes tout, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, en fait, justement, en ayant un business, je me suis dit qu'en fait, t'as pas le choix parce que, et j'ai l'impression d'être là-dedans aussi, que dans un monde idéal, oui, tu prends juste ce que tu veux et tout va bien. Mais ce monde-là n'existe pas parce qu'en fait, tu te bats contre d'autres personnes qui aussi veulent un peu du truc. Donc en fait, tu te retrouves à toujours essayer de vouloir plus parce que l'alternative c'est quoi? C'est d'être au même niveau et ça c'est super dur à maintenir. Tu le vois, je pense que n'importe quel entrepreneur, t'as pas une année qui est, enfin tu sais, c'est jamais linéaire. T'as des années ça marche bien, des années ça marche moins bien, ça revient. C'est vraiment une courbe, c'est le grand 8 quoi. Donc je vois ça dans les produits, dans les produits SaaS par exemple. Tu peux pas te dire, en final, je lance un truc et je m'en occupe plus, et puis ça s'arrête complètement. À bout d'un moment, t'as toujours un mec qui va venir, il va lancer un meilleur produit, il va te manger. Donc, en fait, oui, le revenu passif n'existe jamais. C'est toujours, il y en a peut-être une très, très minorité de petits trucs qui peuvent rouler quelques années sans trop d'efforts et encore, tu vois, ça va un moment, ça arrête. Mais, du coup, c'est ça que je me suis dit à un moment, c'est pourquoi tout le monde veut plus de croissance parce que l'inverse, c'est la décroissance et ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment, la décroissance, ça peut aller si c'est une décroissance très lente, tu vois, si tu passes de 5000 à 4990 et tout, tu peux te dire, ok, c'est bon, ça décroît, mais je vois venir. Souvent, c'est pas ça, ça décroît, puis d'un coup, boum, il faut justement remettre un coup pour que ça remonte. Donc, et quand ça remonte, justement, tu peux faire un truc peut-être comme ça, te dire, je vais laisser tomber, après, je vais remonter, mais enfin, c'est compliqué. Et c'est stressant, tu vois, t'as pas envie de te dire, je vais laisser le truc 2 ans sans rien faire, et puis dans 2 ans, je reviens, et puis, merde, il y a quelqu'un qui m'a pris tout le marché, et la courbe est, tu vois, la pente est trop raide. Et quand tu as des gens aussi à payer, tu vois, plus en plus, quand tu commences à payer des gens, bon, moi, j'ai pas d'employés CDI et tout qui sont vraiment 100% dépendants de vous moi. Êtes combien là, du coup moi, je suis le seul à temps plein. Après, je paye des gens, tu vois, pour montage vidéo, pour un peu de support ici et là, tu vois, des trucs comme ça. Mais il y a personne qui, tu vois, dont la famille dépend de moi, tu vois, donc j'ai pas une pression comme ça. Mais tu vois, je me dis, des gens qui ont ça, voilà, t'as cette pression de se dire, bon, il y a 5 personnes que je paye, il faut que je les paye, tu vois, t'as pas envie de virer des gens. C'est quand même le 101 aussi d'un entrepreneur, je pense. J'ai jamais eu à le faire, mais je me dis le jour où tu dois dire à quelqu'un, écoute, je suis obligé de te licencier, ça doit être horrible. Donc c'est ça, en fait, je me dis, tu peux pas, le monde idéal où tu maintiens ton même niveau, ça existe pas. Le monde où ça descend, t'as pas envie. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? La seule truc qui reste, c'est d'essayer d'aller chercher plus pour que ça continue. C'est triste à dire d'un côté, mais en même temps, je vois pas, tu vois. Mais d'ailleurs, dans la nature, quand tu regardes, la stabilité n'existe pas. Oui. Il n'y a aucun système stable dans la nature. Ouais. Juste 2 directions, c'est ça monte, ça descend, et puis après tu gères dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Ouais. Du coup, tu as dit que tu fonctionnais avec des freelances. Ouais, c'est impressionnant parce qu'avec tout ce que tu as, comment tu fais t'entourer, pour revenir, même si ça n'existe pas, avoir quand même une stabilité par rapport à ça? Parce que moi, je le vois, par exemple, pour les montages, tu trouves quelqu'un de bien, et puis au final, au bout d'un moment, il a d'autres clients plus gros, et puis il passe full temps, et puis t'en recherches un autre, puis tu fais que ça, en fait, de passer ton temps à retrouver des freelances compétents dans chacun des domaines. Là, je suis vraiment loin d'être un expert là-dessus, et justement, je pense que la seule chose que je peux te dire, c'est ce que j'ai lu et ce que je vois passer. Et pour l'instant, comme justement, je pense que je délègue pas suffisamment à cause de ça, parce que tu vois,
quand tu fais un truc, tu te dis bon, ça va me prendre 1 heure et ça va me prendre 5 heures de trouver quelqu'un, de le former et de le faire. Donc finalement, je le fais. Et puis après, tu te dis bon bah voilà, si tu fais ça ad vitam aeternam, tu délègues jamais. Donc je pense que c'est comme toujours essayer de processiser le maximum. Donc tu vois sur les mails, quand tu fais des templates, tu vois quand tu as quelqu'un qui répond, tu dis bah fais des templates, documente un peu ce que tu fais, comme ça si t'es plus là, quelqu'un d'autre peut reprendre et puis t'as pas à repartir de zéro. Le montage, T'automatises beaucoup de choses, toi, au niveau code, dans ta vie? Et ouais. comment t'expliques, du coup, que ça soit plus facile d'automatiser niveau code que d'automatiser niveau humain, tu vois? Parce que c'est un peu pareil, tu vois, quand même, mine de rien, quand tu le fais niveau code, il y a quand même un investissement initial à faire au départ. Ah bah c'est sûr. C'est, tu vois, le bon exemple que j'ai, je pense, c'était sur le CPF où il y avait beaucoup de trucs, tu vois, à faire et justement, c'était exactement la question à se poser. C'était est-ce qu'il vaut mieux passer 2 semaines de mon temps à développer que si je paye un développeur pour le faire, ça me coûterait littéralement 2 000 – 3 000 euros, tu vois? Ou finalement, tu payes quelqu'un, genre parce que c'est des, tu vois, c'est pas long, tu vois, à faire, c'est des petits trucs. Donc tu te dis, tu vas payer sur 6 mois, tu vois, payer quelqu'un à 10 minutes par jour à cliquer sur des trucs, ça va te revenir au même prix, tu vois, sur 6 mois, et probablement que ton 2 000 € de développement dans 6 mois, il y aura des trucs qui ont changé, il faudra remettre un 2 000 €. Donc finalement, tu te dis des fois, c'est la même chose, quoi. Donc moi, je pense que de mon passé, même pas code, mais justement automatisation, c'est ce que je faisais en 3D, d'automatiser le plus de trucs comme ça. J'ai du mal à me dire que quelqu'un va, même si je le paye et que la personne est prête à faire ça, que quelqu'un va passer du temps à faire des trucs que je peux automatiser. Donc je me dis si c'est pas trop long, si c'est des trucs, et ça je pense que c'est un truc que tu apprends aussi. Il y a des fois des moments où j'ai automatisé des trucs et je pensais que ça allait prendre 1 heure et ça m'a pris 1 semaine de travail et j'aurais mieux fait de le déléguer. Il y a des moments, clairement, j'ai automatisé un truc et j'ai sauvé beaucoup d'argent et de temps et de pénibilité à quelqu'un en juste, tu vois, faisant une petite automatisation. J'ai pas mal fait de no-code, tu vois, là-dedans, je te dirais, que j'ai eu pas mal de systèmes qui étaient un peu hybrides. Euh, un bon exemple que j'ai là, c'est sur les trucs de mentorat, où tu vois, où je paye quelqu'un pour faire le mentorat parce que j'en avais marre d'avoir ce truc toutes les semaines où en fait, tu vois, tu peux pas t'absenter 1 semaine et pour commencer justement à déléguer un petit peu. Donc, tu vois, tu as un humain qui fait le mentorat à ma place, mais après, quand il fait le end du record, ça va sur un drive, mon script, il prend le truc, il le met sur Vimeo, il le met sur Docstring, il met les sous-titres, il upload, etc. Et tu vois, et tout ça est fait automatiquement. Et ça, tu vois, j'ai fait avec un mix au début, j'ai fait un truc sur Make, parce que justement l'API Drive Google, c'est un truc à se péter la tête contre les murs, tellement je déteste, c'est mal fait au niveau de l'API, c'est mal fait au niveau de la doc, c'est horrible. Exactement. Donc tu vois, donc finalement là tu te dis ok, tu sais que le truc, une fois que le script est fait, c'est 50 lignes, c'est pas long, mais ça va te prendre 1 semaine à te taper la tête contre les murs. Donc là tu vois, je me suis dit ah mec, c'est parfait, tu mets des petits trucs, Et le c'est cool. connecteur, ouais. Voilà, j'ai juste un webhook qui lance le truc et après c'est fait. Au bout de 6 mois, où finalement tu vois ça marche et finalement ça c'est un bon exemple de ChatGPT, tu vois, où finalement ça me coûtait 20 balles par mois, tu vois, et je me disais bon ok, c'est quand même littéralement 3 nodes à connecter. Je me suis dit ok, tiens, je vais essayer. Et là effectivement avec ChatGPT, il m'a trouvé les bons calls à faire. Et en 2 heures, j'avais automatisé le truc. Et là, hop, tu vois, tu sauves un petit 20 € ici et là, des fois, et tu te dis, cool, j'ai réussi à le faire en code et t'es content. C'est peut-être plus ça que le 20 €, tu vois, d'économiser qui est dans ce cas-là. Ben donc tu vois, c'est un peu, je pense que c'est comme n'importe quel projet aussi. Là, faut voir, tu vois, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser. Là, je pense que j'ai plus une approche, tu vois, de au départ, sachant que des fois, tu vois, le CPF, j'ai vu à quel point des fois ça peut être coupé hein, parce que t'as le gouvernement qui fait un décret qui casse tout. Donc, je me dis, tu vois, tant que le truc est pas stable pendant 6 mois, ça sert à rien de commencer à trop automatiser. T'as un humain derrière que s'il y a un truc à changer, tu lui fais un petit, tu vois, un petit loom, un petit mail où tu te dis, regarde, il y a un truc à changer, change-le. C'est fini, tu vois, plutôt que d'aller changer 4 scripts où tu sais plus comment ça fonctionne. C'est plus simple. Et une fois que vraiment tu as un truc qui est stable pendant un an, tu te dis, bah, ok, dis-moi les trucs que tu fais dans ta journée que je peux automatiser. Et là, tu fais un script. C'est un peu ça Carrément. l'approche. Ouais, je te rejoins. J'ai un peu la même approche, ouais, en effet. Trop bien. Et le temps passe hyper vite. Ça fait déjà Ouais, ouais, 1 heure. Tout est des trucs. On va aller dans la ouais, partie un peu fun, ton style de vie. ouais, Portugal, ouais. Tu as eu l'occasion d'avoir un peu la vie de rêve qu'on imagine, d'avoir son projet à soi, d'être libre Ouais. de ses horaires et du coup de voyager. Ça ressemble à quoi du coup? Qu'est-ce qui t'a fait te reposer au Portugal? Bon, le seul truc que je dirais aux gens, c'est que justement, il n'y a pas une personne qui vit pareil. Et ça m'énerve justement, là, tous les gens qui te vendent, qui te disent, regarde, c'est trop bien, je fais tel truc. Et je suis genre,
il y a tellement de gens qui ont des déceptions. J'ai un ami qui voyage comme un fou tout le temps et que c'est un des seuls vrais nomades que je connais parce que tu vois, les nomades qui finalement sont à Bali 9 mois dans l'année, c'est pas des nomades, c'est des gens qui vivent à Bali, tu vois. C'est juste qu'ils ont trouvé un endroit qu'ils aiment bien, qui soit pas la France, tu vois. Et tu vois, et ce pote-là qui voyage tout le temps, à un moment, il a fait un travel burnout, tu vois, genre à force de tellement bouger, il a fait vraiment un burnout, genre il pouvait plus. Et là, j'ai reçu un élève, tu vois, justement, que j'ai formé, qui était, tu vois, qui avait un boulot salarié, tout ça. Et puis là, il y a pas longtemps, il a pu partir, il est à Bali, tu vois, etc. Et là, il m'a envoyé un message il y a 2 semaines en mode, ah ouais, c'est quand même, il y a plein de merde aussi, tu vois, genre, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, tu vois. Et on te vend le rêve d'être entrepreneur, alors qu'il y a des gens qui sont très bien salariés oui, et qui ça leur va très bien. Et c'est pareil, le voyage, je suis à moitié nomade. Moi, je vis 6 mois dans l'année à Dubaï et le reste du temps, je voyage. Ouais. Et après, ça correspond pas à tout le monde. Après, tu dois le faire aussi à ton échelle. Moi, par exemple, tu vois le côté, je vois pas comment tu peux avoir des business si tu bouges tous les jours ou toutes les semaines d'endroit, quoi. Oui, non, c'est ça. Et mon ami qui bouge tout le temps, tu sais, c'est aussi parce qu'en fait, c'est un peu son business, parce qu'il forme des gens à être freelance, justement, et du coup, à pouvoir sortir de cette vie où t'es bloqué à un endroit, etc. Donc, c'est toute son audience et lui-même est comme ça intrinsèquement, tu vois. Donc, s'il y a un bon match, mais même là-dedans, tu vois, lui, à un moment, il a explosé parce qu'il s'est dit, OK, il faut que je me pose quand même un moment pendant 3 mois quelque part, tu vois. Et oui, et ce truc du salarié, c'est pareil, tu vois, genre, moi, des fois, tu vois, moi-même, je me pose la question. Je pense que n'importe quel entrepreneur, à un moment, se dit, waouh, qu'est-ce que ça doit être bien d'avoir aucune responsabilité, de juste se dire, tu sais, je pense souvent au film American Beauty, là, où, je sais pas si tu l'as vu, où le mec, à un moment, il arrive, tu sais, il a un diplôme, un CV comme ça, il arrive au McDo et il dit, genre, donnez-moi le truc avec le moins de responsabilité possible. Et le gars, il est genre, je comprends pas, tu vois, pourquoi tu viens là avec un CV comme ça? Il dit, c'est ça, genre, je veux rien, zéro responsabilité. J'ai vu Tu aussi sais que des gens. c'est quelque chose de connu, c'est, si tu veux te lancer, si t'as une passion, par exemple, si t'es écrivain, il faut surtout pas que tu prennes un travail qui te demande d'écrire parce que ça va te tuer ta passion, ça va te prendre ton énergie. Il vaut mieux que tu ailles faire un truc où tu utilises pas du tout ta tête, genre femme de ménage. Et je me dis pareil, tu sais, je fais pas mal de musique aussi, et tu vois, et des fois, justement, je me dis, je serais tellement plus efficace à faire de la musique si j'avais un boulot où j'en ai rien à faire, tu vois, et je rentre chez moi et je déconnecte tout et je fais de la musique, plutôt que d'avoir un truc où finalement, tous les jours, tu dis, est-ce que je fais de la musique ou est-ce que je fais du code? Parce que j'aime les deux autant, tu vois. Donc ah non, ça c'est clair, et comme tu dis, ça Et va tu y penses tout le temps. En Oui, vrai, tes ah ouais. projets. Ouais, non, c'est clair. Alors que Et même, moi j'ai été employé pendant un moment. Après, quand c'est le week-end, tu débranches et tu penses à autre chose, quoi. ma copine est chef dans un resto et à un moment, tu vois, au début, tu vois, je lui offrais des livres de recettes de cuisine et tout parce que je me disais, ah, tu vois, elle aime cuisiner, elle adore cuisiner et tout, et tu lui offres ça. Et à un moment, elle me dit, genre, tu sais, en fait, j'aime faire autre chose aussi parce que finalement, en fait, quand tu sors du boulot et que genre ton copain il arrive et il te donne un bouquin, genre comment faire tout ça, les recettes et tout, c'est cool, elle aime ça, découvrir de nouveaux trucs, des techniques et tout, mais finalement, elle le fait déjà au boulot et donc, tu vois, en dehors de ça, elle aime faire autre chose aussi, tu vois. Et donc c'est pour ça que vraiment il y a pas un type de, je trouve ça tellement tu sais, je comprends le truc, il faut donner envie. Moi c'est pareil, tu vois, si tu dis apprends Python, ça donne pas envie. Si tu dis regarde et que ce soit, ça peut être plusieurs choses aussi. J'en ai marre aussi un peu de toujours mettre les trucs sur l'argent, de genre apprends le code parce que tu vas gagner plein d'argent ou quoi. Je me dis, tu peux aussi dire apprends le code parce que justement tu vas pouvoir travailler pour OpenAI ou je sais pas quoi, faire les trucs révolutionnaires de demain. Ça aussi, ça te donne envie des fois, tu vois. Et bah donc c'est ça, pour revenir au voyage, tout ça, peut-être c'est ce qu'on dit des fois aussi, les beaux problèmes, tu vois. C'est des fois je me dis il faut vraiment que je revienne sur en fait une routine, tu vois, tu commences à 8 heures, tu finis à 18 et donc tu revenir dans ce dont tu t'es échappé en gardant les bons côtés de pouvoir quand même, si à un moment tu veux aller au cinéma à 2 heures l'après-midi, pouvoir le faire, mais en ayant quand même un cadre. Et le problème, c'est qu'en fait, là, c'est comme dans tout en entrepreneuriat, c'est que c'est toi qui dois trouver les réponses à tout. Et il faut être prêt à ça aussi. Pour tout, pour le voyage, c'est genre d'un coup, ok, tu peux voyager tout le temps, mais en fait, à quelle fréquence tu le fais? Où est-ce que tu vas? Il y a tellement de trucs qui viennent et que tu dois faire toi-même que tu n'as pas quand tu vois. Donc ouais, c'est ça. Il y a des bons, il y a des mauvais. Faut savoir qu'est-ce qui est bon. Faut savoir, et tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont déçus parce qu'ils se disent voilà, ah trop bien, ils voient que le bon côté, que t'arrives, t'as ton laptop et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière auquel tu penses pas. Ouais, c'est un peu comme quand tu es en couple avec quelqu'un, il faut que tu surkiffes les qualités
les points positifs et que les défauts et les points négatifs t'embêtent pas trop. Ouais, C'est un peu ça, en fait, ouais. quand t'as un style Et de vie. oui, et ça soit tu apprends à l'accepter, soit tu arrives pas à l'accepter et tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, tu vois. Et ouais, il y a tellement, tu vois, le truc tout con du bureau, genre c'est vrai que là il y a 3 semaines j'étais c'est un endroit avec tu sais le petit laptop et tout, et quand t'es habitué à avoir tes 4 écrans, ton bureau qui se lève, ta chaise à 1500 balles et tout, tu vois, tu reviens à ça, t'es sur ton petit truc, tu commences à avoir mal au bras au bout de 2 heures, t'es genre putain je pourrais plus faire ça quoi, c'est fou. Et tu dis en fait t'as fait ça et ça t'allait un moment parce que justement tu t'étais dans ce mood là et tout, mais quelqu'un qui à l'inverse tu vois part d'un bureau comme ça et puis d'un coup est à Bali dans tu vois sur un truc en bois et tout mal assis et tout, à un moment tu dis putain comment les gens ils font, tu vois, genre Tu dis ça parce que là, je suis en Inde sur une chaise en bois et je vois et qu'il pas y a un ah fond oui c'est blanc. vrai que la chaise a pas l'air super Non, confortable. regarde. Ouais, non, mais et encore, tu vois, c'est genre, il y a des gens que ça va pas du tout déranger, il y en a d'autres. Enfin, donc tu vois, faut vraiment tester. Moi, c'est ce que je dis. Il y a quelqu'un qui veut être nomade, être freelance, etc. Fais-le 6 mois, teste, regarde, et peut-être que tu vas adorer, peut-être que tu vas détester. Mais j'ai vu, je sais plus dans quoi, une bonne analogie aussi qui est applicable à tout, d'un gars qui disait, tu sais, si tu vois l'océan et tu vois des gens qui vont se baigner et tout, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, tu peux regarder les gens aller dans l'eau, tu peux voir qu'il y en a qui aiment ça, et d'autres qui aiment pas ça, les mecs qui font du surf, tout ça, tu peux être genre waouh. Tant que toi-même tu seras pas allé dans l'eau pour expérimenter, pour voir ce que c'est que d'aller genre te baigner dans l'océan qui est à peut-être 12 degrés ou 25, tu sais pas, tu sauras pas, tu pourras pas, et tu sauras pas si t'aimes ou pas. Donc c'est pareil, tu peux regarder les gens, tu peux faire tout ce que tu veux, lire, ça faut le faire à un moment. Donc voilà. Allez, pour conclure, pour pas aller trop loin, ta vision, du coup, de Docstring pour le futur, t'imagines quoi? Là justement, ça change un petit peu. J'ai eu une phase où justement, je voyais un peu plus le moyen long terme, en me disant que justement j'aime faire ça. Mais j'ai eu des petits moments où tu vois, je me disais où t'as des gros moments un peu tu sais, un peu truc bipolaire, d'euphorie, où tu passes 6 mois, où tous les jours tu te lèves, tu surkiffes te coder, faire les trucs et tout. Et après, des fois, tu as une période un peu de down où justement, t'es trop, ça peut être aussi parce que justement, tu vois, avec le CPF, des fois, tu as des trucs comme ça, tu as des échecs et tout. Et tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie de faire ça encore pendant 5 ou 10 ans, tu vois? Et je pense que j'ai eu ce truc où je me dis, OK, je construis quand même quelque chose, tu vois, je construis un SaaS, tu vois, on peut voir ça comme un SaaS, effectivement, où Complètement. t'as du code derrière. Et j'avais parlé aussi à un gars qui a un gros centre de formation, tu vois, qui marche feu de Dieu, et tu vois, c'est un ami d'une amie, tu vois, donc j'avais pu passer 1 heure avec lui et tout, et ça m'avait un peu ouvert les yeux où, tu vois, je lui avais dit, je lui avais posé la question, tu vois, tiens, si je voulais revendre ça, là, tu vois, si je voulais revendre Docstring à un moment, tu vois, j'ai l'impression que ça vaudrait quelque chose, mais en fait, j'en sais rien, tu vois, j'y connais rien à tout ça. Et il m'avait dit justement, ouais, t'as vraiment un truc beau, tu vois, qui fait du chiffre d'affaires, qui marche bien, t'as une tech derrière, t'as des clients satisfaits, c'est cool. Par contre, il me disait, regarde, en fait, tu vois, tu fais tout seul, t'as pas délégué énormément de choses. À l'époque, j'étais pas encore organisme de formation, tout ça. Donc en fait, il me dit, quelqu'un qui va acheter ça, il va acheter un château de cartes un peu. Tu vois, t'as un truc qui est là, mais il y a encore beaucoup de travail pour avoir un truc solide tu vois, que tu peux juste prendre et juste améliorer un petit peu avec, sans se dire que ça va peut-être couler dans 6 mois. Tu vois. Complètement. Et donc c'est là où je me suis dit ok, donc essaie de voir un peu plus long terme, et c'est là où je me suis dit bon, tu vois, j'ai fait les démarches pour être organisme de formation, pour rentrer un petit peu dans le moule, avec le CPF aussi, pour me dire ok, bon, je vais le faire tout moi-même, je vais faire les trucs là. Donc là, tu vois, je suis encore là-dedans. Là, je suis un petit peu à me dire bon, jusqu'où je vais, parce que je me rends compte que voilà, c'est un peu comme je disais, une mafia littéralement. Donc tu vois, là, je suis un petit peu à me dire j'essaye de stabiliser les choses en termes que ça tourne, tu vois, qu'au niveau tech, tu vois, tu vois, l'année dernière, j'ai tout fait pour que tu aies une suite de tests, tout ça, pour que le code soit plus clean, pour que si jamais quelqu'un au niveau du code veut le reprendre, ce soit plus facile qu'avant, tu vois. Qu'au niveau délégation aussi, tu aies des processus de comment ça marche, tout ça. Qu'au niveau des cours aussi, tu vois, que ce soit de plus en plus lié, pas juste des formations, mais des exercices, des trucs, tu vois, donc tu vois, j'essaie un peu de mettre le groundwork là, je sais pas comment on dit en français, le niveau, les fondations, Ouais, tu vois un les peu. fondations, ouais.
Tu digères un peu toute cette phase aussi de croissance que tu as. Ouais, c'est ça, et tu vois, et justement, là encore, qui était un peu le grand 8, tu vois, où on a eu des grosses phases CPF, grosse croissance, où tu te dis, ouais, si tu continues dans ce modèle-là et tout, tu peux, en mettant les bons trucs en place, tu peux skyrocket, et puis après, finalement, tu perds un financement, et tu es justement monté dans ce jeu du CPF et tout, donc tu dis, en fait, il faut aussi que je bâtisse d'autres choses à côté, plus solides. Donc, tu vois, c'est un peu ça, tout ça. En termes aussi, après, là, tu vois, je me pose toujours beaucoup de questions sur l'anglais, sur, tu vois, est-ce que j'ouvre un petit peu le marché anglophone, est-ce que j'élargis au-delà de Python et tout. Tu as l'impression que le marché français, il est trop petit? Pas trop petit, mais gangréné par justement les financements, que c'est ça, et que en fait, et c'est toujours ça je le vois avec Udemy, tu vois. Là, je pense que je vais vraiment faire. J'ai tellement processisé, automatisé et délégué les formations au niveau du montage de tous les outils que j'ai pour les faire, que maintenant, tu vois, genre la formation scrapping là de 10 heures, je l'ai fait en 2 mois. Donc je sais que maintenant je peux outputter je me mets dans le bon environnement, j'ai les bonnes personnes, je peux faire. Si je fais que ça cette année, je peux ressortir 100 heures de contenu, tu vois. Donc là, Et je me dis, ouais. non, vas-y. Non, j'allais dire que je peux du coup, tu vois, essayer sur le marché anglophone sur Udemy, parce que ce que tu vois tout le temps, c'est une formation qui marche pas bien sur le marché anglophone, c'est presque l'équivalent de ta meilleure formation sur le marché francophone. Ouais. Parce que le marché Le est marché 10 est fois plus énorme. grand. Donc, tu vois, je me dis, j'ai envie de tester ça aussi quand même pour me dire, tu vois, peut-être que finalement, t'arriveras jamais à être un mastodonte anglophone. Mais finalement, juste être un petit player, tu vois, anglophone, ça sera déjà en fait 5 fois ce que tu t'efforces à faire pour être le king francophone, tu vois. Et Et ça peut quand même changer aussi ta façon de voir les choses. toute la tech que tu as mis en place, tu t'es jamais posé la question justement d'en faire un produit, une plateforme un peu comme School? Ça, non. On m'a souvent, j'ai déjà des formateurs qui me disent, waouh, est-ce que tu vois, soit des gens qui sont intéressés, des formateurs qui me disent, ah, j'aimerais bien avoir ça pour mes formations et tout, ou même rejoindre, tu vois, pour faire des formations sur Docstring, ou des gens qui sont intéressés plus par le côté SaaS, tu vois. Mais ça, non, en fait, le code est vraiment beaucoup trop. Faudrait que je reparte à zéro pour faire un truc qui soit faisable, tu vois, en termes de. Il est bâti pour toi en fait. Il est bâti pour moi. Je pense que ça serait beaucoup plus compliqué de modifier le code existant pour faire un SaaS qui soit, tu vois, tu comprends, tu vois, que tout le monde puisse Ouais, utiliser. complètement. Et c'est même pas quelque chose que je veux, parce que j'ai vu des gens le faire. Il y a Stan Leloup qui le fait là, avec sa plateforme. J'étais justement assez sceptique au début, mais j'ai l'impression que ça marche quand même bien, mais parce qu'il a une audience de fou qui est là pour ça. Et même avec ça, tu vois, j'ai l'impression que ça marche, mais j'ai l'impression que par rapport à tu vois, des Udemy, des plateformes, des Teachable et tout, c'est un game de start-up, quoi. Complètement. J'ai pas envie de ça, tu vois. Donc non, je pense que si jamais je fais des SaaS autres, ça me tente toujours. Là, tu sais, là je vois, tout le monde a l'air d'avoir découvert le SaaS aujourd'hui. Ça me fait rire parce que ça fait un peu 5 ans que je suis dedans, même pas forcément avec Docstring, mais j'étais dans des communautés, tu vois, où les indie makers francophones, tout ça, Ouais. tu vois, j'en connais plein et tout. Donc je suis là-dedans depuis un petit moment, depuis plusieurs années. Et même si j'en ai pas lancé, je vois tout ce qui se fait et ça me donne toujours super envie en tant que code, tu vois. Je sais que probablement que si je faisais un truc, je ferais les mêmes erreurs que tous les devs, tu vois, parce que je le vois maintenant, tu vois, le code, c'est 1% du truc. C'est comme dans tout dans la vie, c'est du marketing, du marketing, du marketing, et c'est que ça. Et c'est pas ce que je sais faire, et c'est pas ce que j'aime faire. Donc, tu vois, je le fais pour Docstring parce que ça fait partie du truc. Mais pour un SaaS, tu vois, je me dirais probablement que je me ferais juste kiffer à faire du code, en fait, tu vois. Donc, C'est le danger, ouais. ouais. Complètement. Il y a un élément dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé évoquer? J'ai beaucoup là le truc je pense que je suis pas le seul là, les vendeurs de rêves un peu là qui te disent que tout le monde doit devenir entrepreneur. Donc on en a déjà parlé un petit peu, mais vraiment ça peut être très cool, mais vraiment essayer avant, quoi, genre essayer de voir aussi ce que c'est, écouter peut-être des podcasts justement, des podcasts un peu plus larges que le truc de Yomi Denzel qui va te dire que tu vois c'est génial et que tu vas faire 3 millions dans la première année sans rien faire, parce que ça peut être incroyable, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et je le vois aussi dans les gens. Tu vois, ma copine, je vois qu'elle a un truc entrepreneur parce que genre elle a envie de lancer des trucs, elle a envie de créer des choses, elle a envie elle a des idées, des choses qu'elle veut faire et tout. Et tu vois que quand quelqu'un a ce truc d'entrepreneur au fond, ça veut pas dire même qu'il va réussir ou qu'il va à un moment le faire, mais il y a une base de ça. Et j'ai vu d'autres gens qui n'avaient pas du tout ça, tu vois, et que
et qui avait envie, tu vois, qui avait envie de l'output, qui avait envie d'avoir l'argent, le truc, le temps libre, etc. Mais finalement, en fait, qui avait pas le truc de base. Et ça veut pas dire qu'à un moment ils le feront pas et ils réussiront pas, mais tu vois, c'est clair que tout le monde n'est pas fait pour ça, quoi. Même pour l'output de l'argent, tu vois, je ferais pas le pari de l'entrepreneuriat. T'as tellement Oui. plus de chances d'avoir de l'argent à la fin si tu prends un job hyper spécialisé, hyper bien payé dans un domaine et Mhm. que tu t'y tiens Ouais, en c'est sûr. essayant de monter le maximum les échelons. C'est sûr, c'est que t'as pas de. Le truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, t'as pas de plafond. Donc effectivement, tu te dis, là, surtout quand tu vends des trucs en ligne, tu vois ça qu'à un moment, genre si vraiment t'as le bon marketing, le bon truc, même sur le marché francophone, t'as pas de plafond. Tu peux faire des trucs qui seraient absolument impossibles. Tu peux gagner des sommes que même le premier PDG, CEO du 440, il fait pas, tu vois. Tu citais Yomi, par exemple, marché francophone. Oui, même, et t'as des gens que tu connais même pas qui font 10 fois ça. Mais après, effectivement, tu peux aussi avoir un salaire de 2 millions par an en étant dev, même pas en étant, tu vois, même pas, 2 millions par an, faut quand même être bon, mais genre, tu vois, même à 400, 500 000 sans être le master à Google, tu vois, tu peux trouver une bonne boîte où tu vas monter les échelons et puis dans 5 ans, t'es à ces niveaux-là. Et du coup, si tu gagnes 400 000, tu vois, et que t'as un truc un peu stable, bah ouais, t'es millionnaire assez vite, tu vois. Complètement. Et donc, et finalement, ouais, quand tu vois toujours aussi le rapport temps-travail, tu vois, temps, travail, stress. J'avais vu aussi, tu vois, le mec, le truc classique du milliardaire qui te dit qu'en fait, il souhaite cette vie à personne. Parce que finalement, à un moment, tu as tellement de responsabilités, de stress, de trucs et tout, que oui, ok, c'est facile à dire et à voir quand tu lis ça. Et tu sais, quand tu es au SMIC et que tu lis ça, tu dis, oh, ouais, tu vois, le mec qui se plaint qu'il est milliardaire. Mais en même temps, je pense que c'est ce que tout le monde dit. Une fois que tu as atteint un palier, tu vois, de 2 000, 3 000 euros qui te permettent de bien vivre, d'avoir ce que tu veux, de pas trop penser à l'argent, tout ce qui est au-dessus, c'est pas ça qui change ta vie, tu vois. Ça dépend les pays où tu vis. Mais, Oui, mais enfin, je veux dire, quand tu arrives à un palier, tu vois, tu te rends compte, c'est pour ça qu'on dit toujours, tu vois, l'argent fait pas le bonheur, parce que si tu as un cancer, tu t'en fous de l'argent que tu as, tu vois. Donc, si c'est pareil, c'est applicable à tout. Si tu as beaucoup mais d'argent, mais même un sans métier. ça, j'ai entendu un truc dernièrement qui m'a fait beaucoup réfléchir. Imagine, tu as gagné 1 milliard d'euros dans les 20 prochaines années. Et Ouais. t'es dans 20 ans et on te propose de revenir au jour d'aujourd'hui, mais de perdre ton milliard. Ben, Oui, moi, je les redonne directement. oui, oui, oui. Et quand tu réfléchis à ça, ben, tu sais plus du coup. Oui, est-ce que le temps vaut l'argent et tout, ouais. Il y a un film comme ça que j'ai vu il y a pas longtemps où ils peuvent donner une partie de leur vie pour de l'argent. Donc en fait, ils hypothèquent 5 ans de leur vie et puis comme ça, ils peuvent, tu vois, ils s'achètent un appart avec ça. Et tu vois que finalement, à un moment, quand le crédit il tourne mal et qu'en fait, les 5 ans avec les intérêts, ça devient 50 ans et que la meuf qui avait 20, elle se retrouve à 70 et t'es genre, ah ouais, là tu te dis genre, ah, C'est vrai, mais c'est un peut-être peu le que je vais faire. parallèle qu'on fait. Tu vois, c'est ce qui se C'est passe clair. en vrai. C'est clair, c'est clair. L'argent, tu peux le perdre et le retrouver, même si c'est dur des fois. Le temps, tu le retrouveras jamais, donc 100%, ouais. Exactement. Et ben justement, parce que le temps, on le retrouvera jamais, je t'en ai pris pas mal. Je voulais te remercier, c'était un super épisode. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Où est-ce que nos auditeurs te retrouvent, peuvent te contacter? Euh, Me retrouver, je te dirais principalement sur Twitter, parce que c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif pour, tu vois, échanger et tout. Après, si vous m'écrivez en DM sur Twitter, je le regarde très rarement. Le mieux, c'est d'envoyer un mail, vraiment, genre le mail de Docstring, là, hello at Docstring, plus que support. Parce que support, du coup, c'est vraiment support et j'essaie de le déléguer un peu. Donc, ça se peut que ce soit. Bon, enfin, si ça m'est destiné, je vous répondrai. Mais ouais, les adresses mail, là, je pense que tu pourras les mettre dans les liens hello at docstring.fr. Un petit mail, c'est le plus simple Ok. pour être sûr que ça arrive. Bah, merci à toi. Félicitations, vous venez de terminer cet épisode. Il a nécessité plus de 16 heures de travail. C'est le moment pour vous de nous soutenir et de le partager maintenant à 2 amis.